Monsieur Gollnisch, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Bruxelles où une session vient de s'achever. En début de semaine, vous étiez à Luxembourg pour des réunions avec des parlementaires nationaux de tous les États membres. De quoi s'agissait-il? Oui, il s'agit de ce qu'on appelle la COSAC. C'est un terme bizarre qui est d'ailleurs très ancien, qui signifie conférence des organismes spécialisés dans, je crois, l'action des communautés européennes. En réalité, il s'agit d'une conférence internationale qui réunit des délégués des parlements nationaux, Chambre des députés, Sénat, de tous les États membres. De préférence, évidemment, les présidents des commissions des affaires européennes de ces parlements nationaux et une petite délégation du Parlement européen dont j'étais, qui ne comportait que 5 membres. C'est intéressant même si les conclusions politiques de cette institution, malheureusement, sont tout à fait étrangères à nos convictions. Qu'y avait-il à l'ordre du jour? Il y avait une politique européenne au niveau des migrants. Je dois dire que là, dans ce domaine, c'est assez consternant, car il n'a été question que de relocalisation qui ne signifie pas du tout, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la préparation du retour dans leur pays d'origine d'un certain nombre de malheureux fuyant la guerre ou la persécution religieuse. Non, la relocalisation, ça consiste à faire en sorte que ceux qui sont arrivés en Grèce, en Italie ou sur les côtes méditerranéennes soient répartis et dispatchés d'autorités dans tous les autres pays de l'Union européenne. C'est évidemment une politique absurde, parce qu'une fois qu'ils auront été, comme l'on dit, relocalisés par un mécanisme d'ailleurs attentatoire aux souverainetés d'un certain nombre de ces pays, c'est-à-dire de quotas obligatoires, eh bien, il est évident qu'une autre vague va arriver. D'ailleurs, cela n'a jamais véritablement cessé. Et quelle est l'opinion des parlementaires nationaux français à cet égard? Alors, j'ai remarqué quand même que de la part de mes 3 collègues du Sénat, il y avait quand même un frein assez sérieux, et également de mon collègue de l'Assemblée nationale française, M. Lequillier. Je pense que les récents événements tragiques survenus à Paris leur ont ouvert les yeux. Mais je dois dire qu'on a beaucoup parlé de cette question du terrorisme, et alors les uns disant il est scandaleux, mensonger de prétendre que tous les migrants sont des terroristes. Personne n'a jamais prétendu cela, évidemment, mais il est tout aussi absurde de penser que ce sont tous d'inoffensifs citoyens qui fuient simplement des persécutions politiques et religieuses. D'ailleurs, il n'y a parmi eux qu'une relativement faible partie de Syriens, par exemple. Il y a énormément de Pakistanais, de gens du Bangladesh, bref, de migrants économiques qui n'émanent pas de pays en guerre. Je crois que... alors on s'est beaucoup focalisé sur cette question du terrorisme, mais je vais peut-être vous choquer. Moi, je pense que le danger le plus grave, en particulier dans notre pays, ça n'est pas le terrorisme. Le terrorisme peut avoir des résultats abominables, comme on l'a vu récemment. Il peut tuer des dizaines ou des centaines de personnes, mais le terrorisme ne pourra pas détruire la nation. Je pense que le danger le plus grave pour notre survie et pour notre identité n'est pas là. Le danger le plus grave, c'est la submersion démographique. Et ça, il faut bien constater que cette préoccupation, qui est tout à fait essentielle, est étrangère à la majorité des parlementaires européens et même des parlementaires nationaux, quoique ça a été l'occasion de contacts fructueux avec des formations politiques européennes qui, représentées dans leurs parlements nationaux, pensent en gros comme nous. Et a-t-il été question d'élargissement de l'Union européenne, particulièrement vers la Turquie? Oui, c'est ça qui est quand même stupéfiant, c'est qu'il y avait 2 autres questions à l'ordre du jour, plus une question non officielle d'ailleurs qui n'était pas sans intérêt, c'était le fameux Brexit. Alors, c'était l'éventuelle sortie de l'Union européenne des Anglais qui en ont de plus en plus assez. Sir Cash, qui est le président de la Commission des affaires européennes de la Chambre des communes, m'a déclaré que lui était favorable à cette sortie de l'Union européenne, et c'est un conservateur britannique, et que dans l'état actuel des choses, 52%
des Britanniques le sont aussi. Et évidemment, ce qui pourrait accélérer ce processus, c'est que l'on élargisse encore l'Union européenne, qui déjà ne marche pas à 28, qui est une grenouille qui s'est faite aussi grosse que le bœuf, en y admettant la Turquie. Et cela rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, parce que les Turcs sont aujourd'hui quelque chose comme 75-80 millions, et ils ont une démographie en expansion. Ils seraient donc le pays disposant du plus grand nombre de suffrages au sein des institutions européennes. La liberté de circulation et d'établissement aggraverait considérablement, évidemment, le problème de l'immigration massive. Et ce que je constate, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, un certain nombre de mes collègues le savent, mais ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire, et alors ils multiplient des obstacles qui sont humiliants pour la Turquie, en demandant qu'elle fasse des réformes de son système judiciaire, de son système politique. Ça fait 30 ans que l'on mène ce jeu-là, qui est humiliant pour les Turcs. Or, les Turcs sont une grande nation, c'est une nation fière. C'est une nation qui a son identité propre. Simplement, cette identité n'est pas européenne. Elle n'est pas européenne géographiquement, puisque c'est une très faible partie du territoire turc qui se trouve en Europe. Elle n'est pas européenne sur le plan ethnique, puisque c'est un peuple altaïque, ce n'est pas majoritairement un peuple européen. Elle n'est pas européenne culturellement, spirituellement. La Turquie a un rôle propre à jouer qui est important. Elle peut être un pont entre l'Europe et l'Asie, mais elle n'est pas européenne. Alors un haut fonctionnaire représentant plus ou moins, je crois, la Commission ou le Conseil, a déclaré que péremptoirement que la Turquie était européenne. La preuve, c'est qu'elle siégeait au Conseil de l'Europe. Alors si c'est ça, moi je suis pour l'adhésion du Japon, parce que le Japon remplit les critères de Copenhague, ces fameux critères d'état de droit, d'égalité des citoyens, de liberté publique, que sais-je encore, que l'on impose à tout nouvel impétrant. Je crois que là, on voit bien l'aveuglement de ces institutions européennes. À propos d'aveuglement, M. Gattaz a pris position contre le Front National dans le cadre des régionales qui se tiennent ce dimanche en France. Qu'en avez-vous pensé? Oui, M. Gattaz représente le MEDEF, qui lui-même ne représente pas les véritables entrepreneurs français. Les vrais entrepreneurs, qui sont la plupart du temps des responsables de petites et moyennes entreprises, qui sont ceux qui ont fondé leur entreprise, qui travaillent en y sacrifiant leurs loisirs, leur repos, en engageant souvent leurs biens propres, ne se sentent pas du tout représentés par le MEDEF. Le MEDEF est aujourd'hui un cartel de très grandes entreprises, dont beaucoup sont issues d'ailleurs du démembrement du secteur public, mais qui se recrutent par cooptation. Je te passe la rhubarbe, tu me passes le séné, tu me nommes dans ton conseil d'administration, tu auras droit au jeton de présence dans mon entreprise, souvent d'ailleurs d'anciens hauts fonctionnaires nommés par le pouvoir politique et qui sont à l'issue d'un système de copinage. Ce n'est sans doute pas le cas de M. Gattaz. Lui, je crois, M. Gattaz est surtout lui le fils de son père. Bon, ce qui n'en fait pas forcément un entrepreneur plus qualifié que les autres pour représenter les vrais entrepreneurs. Et surtout, le MEDEF est arc-bouté sur un certain nombre de privilèges tout à fait inadmissibles, qui sont ceux précisément de ces fonctionnaires politisés nommés par la brigue, l'intrigue, la faveur du pouvoir politique, qui n'ont jamais risqué un centime dans les entreprises qu'ils dirigent, qui souvent d'ailleurs les dirigent fort mal, qui les conduisent, comme encore récemment Alstom par exemple, au bord de la faillite ou du rachat par l'étranger, et qui partent avec des parachutes dorés tout à fait scandaleux. Je dois dire que j'ai toujours personnellement été partisan de la liberté de l'entreprise. Je considère qu'un homme de talent, ma foi, s'il a créé des richesses, il a le droit d'en profiter. Mais nous avons là une forme de capitalisme institutionnel qui pratique un cynisme que l'on ne rencontrait pas il y a quelques décennies. Et je pense que c'est extrêmement grave, et je pense que le MEDEF est directement responsable de ça. Alors le MEDEF a raison de craindre, dans cet esprit, la poussée du Front National, parce que je pense que le Front National, lui, mettrait quand même un petit peu d'ordre là-dedans. Monsieur Gollnisch, merci beaucoup. Merci.